En Europe, bien avant le XVIIIe siècle, la France était constituée de nombreuses circonscriptions territoriales appelées provinces et généralités. Elles étaient au nombre de 39 et étaient le résultat de multiples conquêtes et alliances. Gouvernées par des intendants nommés par le roi, ces provinces furent supprimées après la Révolution et le territoire fut divisé en 83 départements. Le pouvoir est alors centralisé à Paris. Tout au long du XXe siècle, plusieurs tentatives de décentralisation du pouvoir auront lieu. En 1956, sont définies 24 circonscriptions remplaçant les 21 groupements économiques instaurés après la Première Guerre mondiale. Ce n'est que durant les années 70 que les unités administratives sont construites, s'ensuit alors la nomination de nombreux préfets. En 1982, le terme de région est enfin adopté. Ce sont alors des conseillers régionaux élus au suffrage universel direct qui sont chargés de s'occuper de ces collectivités territoriales. Finalement, c'est le 1er janvier 2016 que François Hollande, 24e président de la République française, annonce le redécoupage de la France en 18 régions. Cependant, le nouveau découpage est-il réellement une force pour la France? C'est la question à laquelle nous nous intéresserons tout au long de cette vidéo. Nous vous exposerons la réforme, ses causes, conséquences, ainsi que les nombreuses questions et débats qu'elle soulève aujourd'hui. Je vous souhaite un agréable visionnage. Suite à la réforme, la France est composée de 13 régions métropolitaines et de 5 régions d'outre-mer. L'objectif principal de cette réforme est de rendre les régions françaises similaires et donc plus compétitives au reste des régions européennes. Cette compétitivité est marquée par la démographie, le PIB, mais aussi la concentration des services et des activités, la centralisation. Le problème de la centralisation en Île-de-France est un facteur qui a mené à la réduction des régions. En effet, bien que d'autres pays comme l'Angleterre sont très centralisés, leur centralisme est remis en cause, comme Londres qui perd peu à peu la concentration des activités économiques du Royaume-Uni. Le véritable enjeu de la réforme territoriale est de dynamiser l'économie des territoires. Cette réforme a pour but de permettre à la France de disposer de régions semblables à celles de ses voisins européens. Par exemple, être compétitive avec l'Allemagne, qui est un système fédéral n'ayant jamais eu un pouvoir centralisé. Chacun de ces États, les Länders, ont un pouvoir économique, politique et même institutionnel infiniment plus important et autonome que les régions françaises. Suite à ces changements, la superficie des régions augmente. Certaines régions, comme la Nouvelle-Aquitaine, possèdent désormais la superficie de pays comme l'Autriche. Cette réforme est donc due à une nécessité de rivaliser avec les grandes régions européennes et avoir une place plus importante dans la mondialisation. L'une des volontés de l'État est de notamment rendre, grâce à ce découpage, les régions moins coûteuses et dépensières. En effet, la fusion des régions, selon André Valigny, le secrétaire d'État en charge de la réforme, devrait permettre une économie de 10 à 12 milliards d'euros d'ici 5 à 10 ans. Cette économie sera permise par une répartition des compétences, la clause générale de compétences qui autorise chaque collectivité à intervenir dans tous les domaines serait supprimée. Ceci afin d'éviter les doublons. Lors de l'annonce de la réforme traitant les régions, une éventuelle réduction des inégalités a été évoquée par l'État. En effet, puisque les nouvelles régions sont plus grandes, seulement 13 régions au lieu de 22, on peut penser que celles-ci seront plus équilibrées, et en particulier avec la région Île-de-France, qui ne comptait pas moins de 12 millions d'habitants en 2014 et un PIB total presque 3 fois supérieur à son premier concurrent français en 2012, selon l'INSEE. Ainsi, la réforme pourrait notamment permettre la réduction de différentes densités de population qui créent la diagonale du vide, ce territoire où la densité de population est la plus faible et que vous pouvez observer à l'écran. D'une autre part, cette réforme pourrait homogénéiser les activités économiques sur le territoire, rendant les régions en manque d'activité économique, comme la Bourgogne, la Franche-Comté ou le Centre, plus attractives pour les entreprises. Cependant, tout n'est pas si parfait. Bien que le nouveau découpage permette une France plus coopérative et structurée, certains problèmes demeurent. Un grand contraste entre régions se trace. On parle alors d'inégalité interrégionale. Au niveau du produit intérieur brut, certaines régions souffrent. C'est le cas notamment des régions du centre, comme le centre Val-de-Loire ou encore Bourgogne-Franche-Comté. En effet, avec un PIB inférieur à 90 milliards d'euros, ces deux régions peinent et disposent des PIB par habitant les plus faibles de l'Hexagone. En parallèle, la fusion des territoires de l'Alsace-Lorraine et de la Champagne-Ardenne engendra la création d'une grande région faible avec près de 5,5 millions d'habitants pour un PIB de 149 milliards d'euros. Mais le problème est aussi à l'échelle démographique. De grands contrastes se font remarquer en matière de densité. Outre les régions du centre, ce sont ceux du sud qui sont aussi victimes du nouveau découpage. Comme le cas du Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, avec une densité atteignant à peine les 78 habitants par kilomètre carré, ou de la Poitou-Charentes, Limousin-Aquitaine, atteignant à peine 70 habitants,
par kilomètre carré. A l'inverse, l'Île-de-France, région la plus puissante du pays, est largement au-dessus de toutes les moyennes. Aurait-il fallu augmenter sa superficie? Bien que le niveau de richesse tente de s'homogénéiser, le budget est mal réparti sur le territoire. Certaines régions bénéficient d'un budget 2 ou 3 fois plus élevé que d'autres. De grands écarts interrégionaux subsistent entre l'Île-de-France, la Corse, les régions d'outre-mer et les autres régions. Par exemple, l'estimation de dépenses de l'Île-de-France est de 4 milliards d'euros, alors que la Bretagne d'1,3 milliard et le Centre-Val de Loire de seulement 988 millions. Un budget mal réparti par rapport à la superficie des régions et au nombre d'habitants amène à des endettements régionaux. On peut soulever également le problème des capitales régionales et des grandes villes qui utilisent une grande partie du budget régional alors que les autres villes beaucoup plus petites sont délaissées. Malgré le quasi-doublement du budget moyen des nouvelles régions françaises, passant d'1,2 milliard à 2,2 milliards d'euros pour certaines, celles-ci restent encore bien loin des volumes des régions voisines. Malgré la volonté de l'État de rendre les régions françaises plus compétitives au niveau de l'Europe grâce au nouveau découpage, le gain de compétitivité s'est retrouvé en réalité moins conséquent que prévu. En effet, en comparant les recettes de 2014 et celles de 2016, on remarque qu'elles n'ont augmenté seulement de 2 milliards d'euros. En ce qui concerne les dépenses, elles n'ont baissé que d'1 milliard. Nous sommes donc loin des 10 à 12 milliards attendus. On remarque également, en regardant les budgets des autres régions européennes en 2015, que celles de France sont encore bien loin, et même que le total des régions ne dépasse pas certaines des plus riches, telles que la Bavière en Allemagne, avec plus de 49,9 milliards contre 25,5 pour toutes les régions françaises. En conclusion, bien que la réforme des régions françaises ait d'abord été annoncée comme un moyen de permettre une meilleure compétitivité des régions, une réduction des dépenses publiques et même un moyen de réduire les inégalités, cette réforme est très contestée et les statistiques montrent que les avantages de celle-ci sont minimes. En effet, le budget des régions reste très faible et les inégalités interrégionales persistent. De plus, les régions françaises sont toujours loin derrière les grandes régions européennes malgré cette réforme.